Merci de nous avoir choisis. Vous êtes nombreux, scotchés, branchés dans vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Sport et Pédagogie. Sport et Pédagogie, comme je l'ai toujours dit à chaque émission, que l'émission Sport et Pédagogie est censée valoriser le métier des entraîneurs. Depuis un temps, l'entraîneur congolais a été sujet de discrimination, d'insultes, de calomnies, des qualifications néfastes. Et nous sommes nourris des idées, c'est lui de protéger ces métiers parce qu'au-delà de tout, il y a l'aspect scientifique. Et cet aspect-là scientifique, voilà pourquoi il y a une naissance de l'émission Sport et Pédagogie. Nous nous sommes fait amis des entraîneurs congolais expatriés parce qu'on reçoit des appels de partout. On s'est fait amis à la direction technique nationale que dirige M. Medara Loussalussou. Là, je vois tout le monde, les entraîneurs, là, pour ne pas faire beaucoup plus d'apologie. On reste beaucoup plus dans l'éthique et déontologie de notre émission Sport et Pédagogie. 3 thématiques retenues lors de cette émission. Comment fixer un adversaire pour libérer un partenaire? Comment attaquer à une défense? Comment attaquer à une défense en supériorité numérique? Voilà. Et entre 1-3-5-2 et 1-4-3-3, quel est le système de jeu le plus avantageux en possession zonale et pourquoi? Ce sont les 3 thématiques retenues au cours de cette émission à qui on va les décrypter. Parler avec le coach des classes sport. Il est détenteur de diplôme à CECAF, monsieur David Saïdi, à qui je dis déjà bienvenue. Coach, comment vous allez? Merci, ouais, je vais très bien. Coach, comment ça se passe avec le métier d'entraîneur, bien qu'il y avait beaucoup de difficultés ici au Congo? Vous persistez toujours, ça évolue, comment? De mon point de vue, bon, disons que j'appelle ça comme des défis, hein, Okay. parce que les défis sont comme des challenges, donc ça nous permet seulement de nous révéler et puis de trouver une autre façon de faire les choses. Donc je dirais que je m'en sors plutôt pas mal. Ok, détenteur de diplôme CECAF. Et à fédéral. À fédéral. Ok. À fédéral, c'est déjà un diplôme le plus élevé sur le plan national. Exactement. Et CECAF, c'est aussi un diplôme le plus élevé. Et comment est-ce que ça a été pour vous? Toutes les étapes à franchir des fédérales, initiation, C, B et A. Comment étaient ces étapes-là? Bon, c'était pas facile vu aussi le calendrier, parce que généralement ça me trouvait avec l'équipe, et comme la plupart du temps j'étais un peu le head coach, donc il me fallait un peu être absent de temps en temps, soit de m'absenter aux entraînements, soit de m'absenter au niveau des cours, mais il fallait juste en fait, quand tu es focalisé sur l'objectif, tu ne manqueras pas de motivation. Donc c'est la motivation qui m'a conduit à ce que je puisse faire à peu près 2 à 3 fois la formation de l'initiation, même des fédérales, et également franchir un peu les étapes, aller à C, à B et même à A justement, qui était quand même assez sélectif. Ok. Coach, puisque nous sommes en train de parler de ces diplômes-là, les D, les A, les D, les C, les B et les A, alors coach, comment étaient ces étapes-là pour vous? Comment ça le me dit D, que... le D, c'était l'initiation. Mhm. Vous étiez en train d'être initié avant le métier, pendant le métier ou après le métier? Bon, disons que moi ça m'a trouvé pendant que j'étais déjà dans le métier. Ok. Donc je me suis auto-formé, et je me suis auto-formé, et ce qui fait que quand j'ai commencé, j'avais justement un coach qui était là, disons, un mentor, Ok. qui était là justement, qui me permettait en fait de respecter un peu la déontologie. Ok. Donc je commençais vraiment dans le vif du sujet, faire en tout cas, ce qui a fait que j'ai pas eu trop de mal en fait à passer mes diplômes D ou bien B en fait, parce que justement j'avais déjà des avances, et j'ai fait beaucoup de recherches en fait, beaucoup de recherches, que ce soit dans le site FIFA où justement il y a tous les documents des entraîneurs. Ok. Donc je fais quand même beaucoup de recherches dans ce sens-là, et beaucoup des échanges avec des collègues entraîneurs, ce qui m'a fait que justement je puisse arriver à passer mes diplômes, que ce soit des justement qui me permettaient d'encadrer un peu les niveaux jeunes et tout. Et B, tu montes un peu d'un cran, où tu vas peut-être à la formation, et puis C, ensuite A. Et concernant la licence même B, justement, ce qui est même, je pense, que requis au niveau
de l'EPFKIN, COB je crois, Oui. qui est quand même reconnu au niveau de l'EPFKIN. Donc voilà, je pense que j'ai pas eu trop de mal en fait, parce que j'avais déjà une base, je faisais beaucoup de recherches, et puis j'avais justement un mentor quand même qui m'a facilité la tâche. Quel était ses mentors? Eli Tchépé. Ok. Eli Tchépé, en Mbélé, qui justement m'a encadré depuis que j'avais commencé en 2016. Et c'est vraiment avec lui que j'ai vraiment pris goût même à transmettre, parce que c'était pas facile d'arrêter sa carrière un peu tôt pour muter en tant qu'encadreur. Et je me suis découvert justement une passion, une vocation en fait d'enseignant. Parce que généralement, dans le pays anglophone, un peu comme le pays de l'Est d'Afrique, on appelle les coachs des enseignants, Okay. et teacher. So, c'est comme ça que je me considère comme un enseignant en fait, parce qu'on transmet une connaissance. Alors, avant d'arriver dans le parcours, connaître le coach, c'était quoi en fait la motivation? Ce qui t'avait motivé de devenir entraîneur, et votre fin carrière en tant que footballeur vous a ramené directement comme entraîneur, ou il faudrait des temps pour cette reconversion? Et cette reconversion a pris combien de temps? Ok. Bon, de base, c'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille où justement les études étaient la priorité. Okay. Donc j'ai joué au Ça, football. c'est bon. Ouais, j'ai joué au football, mais j'ai joué dans des équipes un peu comme on dit de la rue quoi. Okay. Ce qui fait que même quand on devait jouer le championnat, donc je devais fuir le cours des technologies pour justement aller jouer le championnat, parce que le championnat peut-être se joue 11h à 12h alors que moi j'avais cours. Donc ce qui fait que j'ai même repris une année, et c'est là que justement ma famille a décidé de me mettre dans une école de foot, école belge. Donc là j'ai parti chaque samedi, et petit à petit, donc du coup j'ai un peu perdu la compétitivité que j'avais, et n'empêche que j'ai pu obtenir mon diplôme d'état, et j'ai pensé que justement je pouvais être libre, mais ce n'était pas le cas. Donc j'ai fait la chimie biologie, ce que justement moi je me projetais en tant que pédiatre. Après, ce qui fait que je me suis inscrit à l'université, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis retrouvé en économie, et en économie j'ai fait l'option économie internationale, dont même le coach Guy Boukassa qui est parmi les premiers de la promotion. Okay. Moi je suis venu je crois 2 ans après la promotion, et c'est à partir de là justement pour les projets des fins d'études. À la licence, j'ai eu à faire un projet de l'académie de football. Okay. Parce que justement, partout quand on avait des activités sportives avec l'université. Avez-vous une académie de football? Oui, exactement, Éclat Sport. Ok, ça vous appartient. C'est une vérité qu'on va Je suis entraîneur là-bas. C'est une vérité qu'on va découvrir petit à petit. Coach, vous avez parlé de la reconversion. Vous avez parlé que vous étiez footballeur, vous fouillez même le cours pour aller jouer au football. Ce qui n'est pas une bonne chose. Bon, ce qui n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Avant de devenir entraîneur, qu'est-ce que vous faisiez étant footballeur? Coach était un défenseur central, un milieu offensif, un milieu relayeur, c'est pas moi, un latéral droit, un latéral gauche, je sais pas moi. Quel jouait le rôle de David Saïdi dans son équipe? Ok, je jouais le rôle de 6 en fait, parce qu'on m'appelait Steven Gerrard, Okay. parce que j'avais un peu cette facilité de jouer de long ballon. Okay. Donc ce qui fait qu'on avait un 10 qui donnait un peu le ballon court, ou Okay. bien mi-long, mais moi c'était vraiment de long ballon. Okay. C'est comme ça qu'on m'appelait un peu Steven Gerrard. Donc je jouais le rôle de 6. Okay. Mais quand je suis allé à l'académie de l'école belge, le coach, le feu Mouempou, il me faisait jouer axe central, Okay. parce que j'étais le plus élancé en fait. Okay. Donc voilà. Coach, quelles sont les équipes que vous avez évolué avant de devenir entraîneur? Parce que le coach a fait un parcours logique, il a fait un parcours ruinant, il a une longue carrière par footballistique, dans le sens où il a joué ici, il a évolué, où les carrières étaient à mi-chemin parce on était en train de coincer pour les études. Bon, je dirais que j'ai pas vraiment eu une carrière comme telle, parce que j'ai pas joué de compétition de haut niveau. Okay. Donc je me suis peut-être limité à 3e, 2e division. Okay. Après, il y avait peut-être une présélection au niveau de U17. Okay, à l'époque de coach Tibas ou Egi Boukassa au Sharp. Voilà, okay. Et tout, où je m'étais présenté, vraiment ça s'est limité là. Donc j'étais à l'école, à l'équipe Génial Black, à l'époque de Kachimuka,
des Rino Isamo qui vient même de décéder. Ok, personnel. Jonah Black, c'était à la tante Kilman. Exactement. Kilmani, oui, Kilmani. mais on était plus à Lukung en fait. Mais on était de Kilmani, mais on s'entraînait au niveau de Jean 23. Okay. Après, on a eu à créer le junior qui était Rehoboth. Okay. Après ça, justement, quand j'ai déménagé, c'est là que j'ai intégré l'équipe des Gibukasa, l'équipe LFA, avec la collaboration avec Lola. Et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas. Et c'est à partir de ça que justement que j'ai un peu évolué. Et après, j'ai eu à arrêter ma carrière parce qu'en fait, j'ai été filmé une fois. C'était le cause, c'était quoi en fait? Vous avez encore 10 ans de jeu devant vous. Oui, si aujourd'hui on vous récupérez pendant 3 mois, vous pouvez revenir jouer. Je reviendrai en tant que vétéran, ce qu'on appelle ça en NBA. Okay. Les vétérans, ils sont là justement pour un peu aider les jeunes en fait, à progresser. Okay. Mais le football d'aujourd'hui, c'est quand même exigeant. Okay. Donc il faut des performances. Tout est maintenant relié avec la technologie. Donc c'est pas évident d'avoir une forme physique optimale avec tout ce qu'on a comme obligation. Donc ça serait compliqué pour moi de redevenir. Formateur des jeunes, détenteur de diplôme fédéral A et diplômé en licence CCAF, où la CAF vous reconnaît en tant qu'entraîneur et vous formez des jeunes. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise peut attendre de vous? Tout ce que moi je peux transmettre en fait c'est la bonne information. Okay. Parce qu'un éducateur d'abord c'est lui qui transmet la bonne information. La bonne information, on peut avoir l'information mais la transmettre mal ou bien de donner une mauvaise information. Mais moi je donne justement, je me traite durement moi-même justement pour donner la bonne information aux jeunes. Après, leur montrer un peu le schéma pour arriver parce que justement nos jeunes veulent faire carrière en fait. Ils veulent justement arriver à signer pro. Or nous encadrants justement, on est là pour les aider, à leur montrer un peu le schéma, la route ou bien l'itinéraire qui peut les emmener à leur destination. Maintenant, durant cette route-là justement, il y a des choses qu'il faut faire. Donc il y a la discipline, parce qu'on dit justement dans nos formations, l'entraîneur est l'exemple à suivre, le modèle à suivre. Okay. Donc du coup, si toi, entraîneur, tu dis aux joueurs de venir à 6 heures à l'entraînement, toi tu te prends 1 heure ou 30 minutes après, tu n'es pas un exemple à suivre. Ça veut dire que tu dois montrer d'abord l'exemple par ton comportement. Okay. Donc par là justement, par rapport à la jeunesse justement, je suis là justement pour transmettre, mais aussi pour aider, pour les emmener en tout cas à proximité de leur rêve en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui rentrent en compte. On peut avoir la volonté, mais il y a aussi les moyens en fait qui comptent dans le processus. Avez-vous des ambitions personnelles pour la jeunesse de demain? D'autant plus que vous êtes encadreur plutôt, oui entraîneur au sein des classes sport. Et classes sport c'est quoi? Oui, effectivement j'ai des ambitions personnelles, pas seulement pour la jeunesse mais aussi pour moi-même. Okay. En tout cas, je compte vraiment m'investir. Je m'investis déjà en fait dans le football féminin qui me tient à cœur déjà. Et je me vois déjà d'ici quelques années justement arriver aussi à jouer un rôle quand même assez important dans ces domaines-là, parce que je pense que c'est ça l'avenir du football. C'est vrai qu'au niveau africain, il y a beaucoup de choses à faire dans le football en général, mais le football de jeunes et féminin, ce qui vraiment me tient à cœur. Et par rapport à cela, par rapport aux jeunes, et par rapport à l'académie, le plus important pour moi, c'est de les donner des meilleures conditions, de les mettre vraiment dans de meilleures conditions en fait. Donc on a pu initier un projet qui est au niveau de Kimwenza. On a 54 hectares où il y a déjà des bâtiments, nous pouvons accueillir à peu près 400 personnes là-bas. Et les budgets peuvent s'élever entre 5 à 10 millions pour justement implanter des terrains, que ce soit à gazon artificiel ou naturel, voire même le futsal. L'idée c'est d'avoir une diversité de terrains à gazon, mais aussi d'autres disciplines qui permettent aussi aux élèves un peu de se diversifier en fait. Donc les ambitions sont telles que mettre vraiment nos jeunes dans de meilleures conditions, pour pas qu'il y ait un écart entre nos jeunes à nous et ceux qui sont à l'étranger. Parce qu'on peut voir aujourd'hui beaucoup de joueurs qui ont été exportés, c'est rare de les voir se distinguer parce que justement la formation a peut-être été biaisée. Je dirais même ici, dans nos écoles de foot, académies, on se limite peut-être à la pré-formation, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, parce qu'on n'a pas le moyen, on n'a pas les équipements qu'il faut, on n'a pas les infrastructures qu'il faut en fait. Parce qu'il faut déjà interner les enfants
donner un programme qui vraiment cadre avec le programme aussi FIFA et tout. Donc les affaires sociales, ce qui vraiment me préoccupe le plus, mais aussi apporter de la qualité tout en mettant toujours l'accent sur l'éducation. Tout en mettant toujours l'accent sur l'éducation. Là, c'est le mot de coach David Saïdi, détenteur du diplôme CECAF au sein de la Fédération de football. C'est un entraîneur connu, renommé au niveau de la Confédération africaine parce qu'il a son diplôme. Quittons d'abord ce registre où on est en train de parler de son parcours, de son vécu. Rentrons dans le vif du sujet, on va faire des allers et retours. C'est-à-dire qu'on pourra rentrer dans le quotidien, ce qui est sa vie, et puis aussi prendre notre thème. Comment fixer un adversaire pour libérer un partenaire? Coach, je suis footballeur. J'apprends. Je suis un joueur que je cherche à apprendre. Les téléspectateurs aussi veulent apprendre. C'est quoi un partenaire dans le football? C'est quoi un adversaire dans le football? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quoi un système de jeu dans le football? Ok. Bon, de base, déjà, un adversaire, vraiment, c'est celui contre lequel tu joues pour justement remporter un jeu. Okay. Parce que le football reste un jeu où il y a un gagnant ou bien un perdant. Bon, okay. Là maintenant, on a aussi le match nul, okay. Mais on sait que justement, il y a un perdant et un gagnant. Okay. Et le partenaire, c'est celui avec qui justement tu mets en place justement une stratégie pour arriver justement à remporter les jeux. Et ce qui fait que justement que l'autre ami soit coéquipier ou partenaire, c'est la passe, justement, c'est ce qui est la base du jeu collectif en fait. Okay. Donc le partenaire, on sent en fait, c'est celui justement qui est là, avec qui tu peux partager le ballon et qui te permet justement d'arriver à ton but afin de gagner le jeu. Et quand on parle de fixer veut dire comment fixer un adversaire et déjà pour parler pour libérer un partenaire. Et même pour parler même du système de jeu dont vous m'avez posé la question, okay. C'est seulement en fait un alignement en fait en chiffres. Okay. Des joueurs par ligne et tout. Donc comme on peut aussi le dire, 4-3-3, 4 justement c'est une ligne des 4 défenseurs, 3 justement c'est une ligne de 3 milieux et puis 3 attaquants aussi. Donc c'est justement l'alignement de joueurs par ligne et peut-être aussi selon le poste. D'accord coach, si on peut faire comprendre les téléspectateurs qui sont dans des coins et recoins en train de nous suivre en ce net moment, quand on parle de fixer un adversaire et de libérer un partenaire. Donc ça veut dire comment fixer un adversaire pour libérer un partenaire. C'est un terme où je l'ai acquis lors de votre formation au niveau des Caritas ici à Onfil-la-Commission, où j'étais vraiment très azimite en train de suivre la formation, comment ça s'est déroulé. Voilà pourquoi est-ce que je voulais aujourd'hui au-delà de les partager avec vous, mais aussi faire comprendre les téléspectateurs qui le suivent à ce net moment. Quand on parle de fixer un adversaire pour libérer un partenaire, il s'agit de quoi? Ok, bon déjà, quand on parle de fixer dans le football, il faut savoir déjà quel est le geste technique que je dois réaliser pour fixer en fait. Okay. Parce qu'en fait, en soi, les gestes techniques ou les fondamentaux, ce sont des moyens qui te permettent en fait d'asseoir ta tactique. Okay. Parce que sans les moyens, tu ne peux pas en fait gagner le jeu. Okay. Pour gagner le jeu, tu mets en place justement une tactique, mais qui dépend de moyens. Ensuite, à côté, il y a aussi le point de coaching. Après, qu'est-ce que tu fais pour fixer? Okay. Il y a beaucoup de gestes que nous pouvons utiliser pour fixer un adversaire. On ne peut pas utiliser la passe déjà, parce que tu peux fixer avec la passe. Donc, qu'est-ce que tu peux fixer? Tu peux fixer avec la conduite de 2 balles, justement. Parce que ce qui te permet... Là, ça va de pair avec la coordination. Exactement. Sans la coordination, il n'y a pas de technique, en fait. Okay. Tu vas être très bon techniquement sans la coordination. Okay. Je pense que même les DTN, Boukeba, et même le DTN, justement, le savent très bien aussi. Okay. Donc, il n'y a pas de technique sans coordination. Et par rapport à cela, fixer, je pourrais justement recommander avec la conduite des balles, ce qui fait que justement, tu puisses aller vers l'adversaire. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas vers l'adversaire, tu ne pourras pas libérer l'espace en fait, à ton partenaire. Okay. Ce qui fait qu'avant d'entreprendre, en fait, tu dois te rassurer justement que tu puisses utiliser les bons gestes au bon moment. En fait. Okay. C'est ça ce que j'appelle l'adversaire. Les bons gestes au bon moment. Au bon moment. Okay. Je fixe parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la conduite des balles? Okay. La conduite des balles, c'est un geste technique qui me permet de progresser dans un espace libre. Donc ça veut dire qu'entre moi et l'adversaire, il y a un espace libre. Maintenant, on me demande de fixer. Donc ça veut dire que le porteur de balle
moi en tant que coach, je dois l'obliger de conduire la balle vers l'adversaire. Parce que s'il ne conduit pas la balle vers l'adversaire, il ne pourra pas libérer l'espace aux autres. Ça veut dire que je vais lui demander obligatoirement de conduire la balle vers l'adversaire pour permettre justement au joueur ou le partenaire qui est à côté d'être libre. Ça veut dire qu'il peut être libre éventuellement en faisant un dédoublement. Exactement. Il peut être libre aussi éventuellement si il arrive à faire des fausses pistes. En tout cas, le geste qui convient pour ce genre de situation, parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle intelligence situationnelle, parce que ça peut aussi se travailler dans un jeu réduit, où justement tu développes l'intelligence situationnelle de joueur. Comment se sortir de cette situation en fait? Quels sont les moyens que je peux utiliser? Donc le joueur, porteur de balle, doit faire la conduite des balles vers l'adversaire pour permettre à son coéquipier en fait de se libérer. Et ne peut que libérer la balle lorsqu'il voit son coéquipier vraiment avoir un temps d'avance pour justement lui donner la balle. Merci beaucoup coach pour les explications. L'explication est vraiment bien claire. Ça nous permet d'arriver à faire comprendre les amoureux de l'émission Sport et Pédagogie. D'ailleurs, c'est ça le but, de vous faire comprendre en un mot, avec beaucoup de rapidité, parce que des fois, les entraîneurs sont sujets d'insultes, de calomnies. On peut dire bon mabé, tu vois, c'est ça. Avec c'est là comment fixer un adversaire et libérer un partenaire. Je pense que le coach a été bien clair. Coach, puisque nous sommes en train de parler d'un système de jeu, parce que vous avez parlé, c'est un alignement, on peut parler, énumérer l'exemple des 4-4-2, tout. Aujourd'hui, dans le football congolais, entre guillemets, ici à Kinshasa, peu d'entraîneurs utilisent les systèmes de jeu 3-5-D. Entre autres, les entraîneurs disent que c'est pour les joueurs matures. Là, c'est la première des choses. Les directeurs techniques nationaux me disent ce n'est pas seulement pour les joueurs matures, ça exige beaucoup de choses dans les 3-5D. Il a parlé de l'endurance physique, il a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce système de jeu est à la base de beaucoup de choses. Entre autres, les chasses des entraîneurs dans les équipes, les 3-5D. A chassé beaucoup d'entraîneurs que je ne peux pas citer les noms. Adam Bosco, il a chassé un entraîneur. Ici, il a chassé un entraîneur. Le système de jeu. Ce système de jeu-là a chassé beaucoup d'entraîneurs. Vous, face à cette réalité, s'il faudrait parler des systèmes de 3-5D, il faudrait les parler dans les académies, il faudrait les parler dans l'équipe type, ou à quand il faut parler de ces systèmes de jeu. Merci, c'est vraiment une question très très pertinente. Vous avez bien dit, c'est la réalité, mais c'est pas la vérité en fait. Bon, c'est la réalité, oui. Mais c'est pas la vérité que le système puisse être un problème en fait qui fasse virer les entraîneurs. Parce qu'en fait, le système de jeu n'a pas de vie sans animation. Donc tout dépend de l'animation. Aujourd'hui, on voit Guardiola jouer à 4-3, mais après, on voit qu'en fait qu'il reste à 3 derrière. On voit Walker quitter justement le couloir, venir au milieu. Donc tout dépend de l'animation en fait. Après, pour ma part en tout cas, c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter lors de la saison 2021-2022 de Pefkin, quand j'étais coach au Ballos. Donc j'ai joué de la première journée jusqu'à la 38e journée je crois, bien la 36e, en 3-5-2. Donc j'ai jamais renié mes convictions. Et comment ça a été, le 3-5-D? Bon, c'est vrai que le public, il y a en tout cas des connaisseurs, mais il y a aussi de profanes en fait. Quand l'équipe est marquée et gagnée, personne ne remettait en cause en fait le système de jeu. Quand l'équipe perdait, c'est là qu'on remettait en cause. Donc ça veut dire, je préfère encore une personne qui puisse me remettre en cause alors que je gagne. Justement me dire, voilà, les points où justement vous avez failli, là je comprendrais. Mais quand tu viens me dire que non, et même lors des premières journées que j'ai eu à jouer, il y a même un de supporters qui est venu me dire justement, ah, bah les bêtes en français, ah ouais, dans les Pefkin, mais je lui ai dit, mais Pefkin, tu le dis, c'est en français. Dans le jour justement, tu me donneras le Pefkin au Lingala, justement, je pourrais jouer aussi le football aussi au Lingala. Comment? Donc ce sont des
En fait, il me dit Balé Betamana français, Oui. mais Balé, en fait, c'est français, Balé. Oui. Parce que le ballon au Lingala, même lui, il ne sait pas. Le ballon au Lingala, c'est Motopi. Motopi. Voilà. Mais lui, peut-être qu'il ne sait pas, donc dit Balé. Donc ça veut dire que quelque part, il a aussi une mauvaise information. Donc du coup, l'entraîneur passe du temps avec le joueur de lundi jusqu'à vendredi pour jouer les matchs de samedi. Donc c'est le seul qui connaît les joueurs, c'est le seul qui a préparé l'équipe. Donc il ne peut pas, sur base de la pression de supporters, dire que justement, voilà, je ne peux pas jouer à ça parce que le supporter a réclamé. Donc le 3-5-2 en soi, si je dois en fait commenter par rapport à cela, c'est vrai que même au niveau du haut niveau, au niveau de l'Europe, beaucoup d'équipes n'ont pas gagné avec ça. C'est vrai que par moment, à la Coupe du Monde, il y a à peu près la moitié des équipes qui ont utilisé le 3-5-2. Même l'Argentine a utilisé le 3-5-2 en demi ou bien en quart de finale, mais ils ne l'ont pas utilisé en finale. Il y a seulement un seul coach qui a utilisé le 3-5-2 en finale et qui a gagné dans des compétitions internationales bien européennes, c'est Thomas. Chelsea contre Manchester City. Donc c'est le seul qui a gagné avec le 3-5-2. Donc ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel on peut gagner. On peut gagner justement. On peut aussi perdre. On peut aussi perdre, bien sûr, mais c'est un jeu. Guardiola avec son 4-3-3, avec tout ce qu'on lui connaît comme connaissance, comme compétence, il a perdu la finale contre Tourelle, qui a pris l'équipe même 6 mois en avance. Avec moi, écoutez, c'est que j'avais pu écrire en résumé sur le 3-5-2. On dit c'est un schéma tactique qui consiste à rendre la défense centrale plus dansée et lui créer une surnombre au milieu de terrain. Son objectif est de remporter les batailles au milieu de terrain en renforçant la possibilité pour l'équipe de récupérer au plus vite les ballons loin de son but. En effet, sur le terrain de répartition de joueurs, c'est fait comme suit. Un gardien de but, 3 défenseurs centraux, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Le milieu offensif central jouera entre la rangée de milieux défensifs. Donc ici on parle du point faible. Le point faible du tactique 3-5-2, une fragilité de la défense sur les ailes en raison de l'absence de véritables défenseurs latéraux. 2. Des efforts physiques énormes sont demandés aux 2 milieux latéraux qui devront couvrir la totalité de leur couloir défensivement et offensivement. Cela veut dire monter et descendre. Une discipline importante nécessaire au milieu de terrain qui doivent être capables de descendre afin de relayer les défenseurs centraux. Là, ici, je reviens sur le point fort. Dans le point fort, on dit ceci. Une densité au milieu de terrain en raison de la présence de 5 joueurs à ces postes de jeu. Un blocage de l'axe en présence de 3 défenseurs centraux qui contraignent l'équipe adverse à utiliser les côtés. Une flexibilité, voilà ce qui me il y a la flexibilité du système de jeu par la présence de 2 milieux de terrain, passage rapide en 3-5-2 ou 3-3-4. En effet, c'est un schéma tactique qui est trop exploité ici dans notre football congolais. Bonne chance aux entraîneurs congolais qui jouent à ce système de jeu. Coach, j'ai regardé les points forts des 4-4-3, 4-4-2. J'ai regardé les points forts des 4-4, des 3-5-2. Je me suis dit, si j'étais entraîneur, j'allais exploiter les 3-5-2. Pour quelle raison? Si vous étiez. Si j'étais. Dans une autre vie, ok. Maintenant, aujourd'hui, ce système de jeu, je vous assure, coach, ça chassait beaucoup des entraîneurs. Oui. Beaucoup des entraîneurs. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce système de jeu est laissé pour les académiciens que vous êtes entrés dans le cadre de ces jeunes-là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer un jour que, au jour où on en aura besoin d'y à l'équipe nationale, même quand nous serons face à un entraîneur qui exige les 3-5-2, on n'en aura pas de problème? Bon, déjà, chez les U23 avec le coach Ntsenebe, il jouait le 3-5-2. Ok. À l'époque, il jouait le 3-5-2. Mais c'est compliqué, hein? À l'époque, en tout cas, ils ont eu du succès avec le 3-5-2.
Après, ils ont été éliminés pour des raisons administratives. Ah oui, voilà, là, je me rappelle. Donc, mais là, ça demande le temps. Le temps, oui, mais tout dépend justement de la préparation. Tout dépend de la préparation que vous faites, mais aussi si c'est le coach en fait. Le coach, quand il vient proposer un système de jeu, il doit venir avec une idée. L'idée, c'est qu'il justement va produire en fait un projet des jeux. Le projet des jeux justement dépend maintenant des profils de joueurs que vous avez. Si aujourd'hui vous n'avez pas des ailiers qui sont très très bons, qui ne marquent pas, aujourd'hui le PSG qui a perdu, non? Dembélé, il ne marque pas. On dit que c'est un joueur en fait qui, durant toutes ces saisons, n'a jamais marqué plus de 10 buts. Donc ça veut dire que si vous le mettez sur le terrain, sur 30 matchs, donc ça veut dire que, assurez-vous que 20 matchs, il ne marquera pas, quoi. Donc c'est aussi un risque. Donc c'est à vous de voir maintenant le profil que vous avez sur le terrain pour adapter ça au système de jeu. Mais après, le couloir en fait, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À marquer ou bien à protéger le but, non? Oui. Notre but se trouve dans quel couloir? Couloir gauche, couloir droite ou couloir axial? Couloir axial, non? Justement, maintenant quand on parle de 3-5-2, on dit quoi? Ça crée la densité où? Dans le couloir. Dans le couloir. Ça veut dire que l'adversaire aura du mal justement à aller très facilement découvrir notre... Et dans son point faible, il dit... C'est le côté. Si les côtés ne sont pas forts, on peut encaisser. Mais justement, c'est vraiment au dépend des côtés justement que le 3-5-2 a sa réussite en fait. Parce que le point faible de est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des latéraux capables de faire des allers-retours? C'est là l'endurance. Simplement. Soso. Justement parce que nous, Africains, on a un don. On a un côté athlétique qui est quand même avantageux. Et je pense qu'on devrait plus travailler nos joueurs au niveau de la formation ou de la préformation par leur intelligence en fait. Parce qu'on est trop souvent dans les travails à caractère physique et pourtant on devrait aller plus souvent dans la tactique en fait. Et même quand j'ai joué en UNEPFKI, en tout cas, j'ai pas vu d'opposition tactique. Sincèrement parlant, j'ai pas vu d'opposition tactique. Donc, c'est qu'à l'UNEPFKI, vous étiez en deux. À deux, ça veut dire coach David Saïdi qui joue à 3-5-2 et le coach Théodore Ngoï. Théodore, capitaine, ton collègue, licencié de CECAF, Dora des... Un très bon ami. Bon, là, si je comprends bien, voilà pourquoi j'ai dit que ça, c'est pour les académiciens. Pas nécessairement, mais il faut aussi avoir une base. De même pour moi, j'ai eu à encadrer des joueurs en fait, où je les ai mis dans le 3-5-2, mais même quand je les mets en 4-3-3, en fait, ils ne connaissent même pas de principe des jeux. Parce qu'en fait, dans le 4-3-3, quel est ton rôle que tu joues? Je te mets latéral droit, oui. Quel est le rôle de latéral droit? Quelles sont ses qualités premières, physiques, techniques d'un latéral droit? Donc ils ne savent même pas. Donc du coup, la question c'est pas qu'ils apprennent ça très 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 jeune, mais c'est aussi justement ce travail-là dès le bas âge en fait. Nos académies, ou bien nous-mêmes aussi nous-mêmes, des fois on n'arrive pas à donner des notions de football. On se limite seulement sur le terrain, sans pour autant vraiment aller donner des notions pour permettre aux joueurs d'avoir le temps, parce que sans l'information dans le cerveau, bien dans la tête, il ne peut pas utiliser. Parce que le football, c'est d'abord la tête. Le pied, ce sont juste les outils. Ça veut dire aujourd'hui, si je dois me déplacer comme ça, j'ai la tête qui a déjà l'information et je peux me déplacer de cette manière-là. Donc c'est pas question d'académie, c'est question seulement au coach aussi de savoir aussi avoir la bonne pédagogie. La bonne pédagogie, je pense que même que l'émission, même c'est ça, même sport et pédagogie, utiliser en tout cas les bons procédés, parce qu'il y a le jeu, l'exercice, mais aussi les situations de jeu, à force de répétition, peut-être qu'ils arriveront justement à assimiler en fait. Parce que moi, ça m'a pris à peu près 2 semaines. 2 semaines vraiment pour assimiler cela. D'abord, je regardais le 4-3-3, mais ça ne marchait pas. Après, je suis allé en 3-5-2, à 2 semaines justement de la compétition. Et c'est au fur et à mesure qu'on commençait à analyser. Et tant mieux pour moi, parce que je prenais quand même des vidéos où on faisait quand même quelques séances vidéo. C'est d'ailleurs ce qui est même important, parce qu'aujourd'hui, on a vu que l'outil en fait qui fait quand même, qui donne des possibilités de gagner, qui augmente des chances pour gagner, c'est l'analyse vidéo en fait.
où justement je suis parti en formation avec le coach Arnold, qui est coach au collège éducateur, au collège Boboto et même préparateur physique au niveau de Bikira, les filles. On est parti en Tanzanie au club Azam pour avoir justement une formation d'analyse vidéo et tu vois les choses autrement. Et c'est là que justement si tu développes tes compétences tactiques parce que tu vois vraiment les choses autrement, tu as le temps de lire le jeu en fait. Restons dans le même logique d'idée. Entre les 1-3-5D et les 1-4-3-3, quel est le système de jeu le plus avantageux en termes de possession zonale et pourquoi? Le plus avantageux en citant le point fort, le point faible. Vous êtes technicien. D'après vous, qu'est-ce que vous trouvez que ça est avantageux par rapport à ça? Pour ma part, en tout cas, il n'y a aucun système en fait qui a plus d'avantages ou d'inconvénients par rapport à un autre. Je pense que tout dépend des sensibilités de l'entraîneur. C'est très important aussi d'avoir les sensibilités tactiques en tout cas. Tout dépend des sensibilités de l'entraîneur. Je donne un exemple. Si je dois faire le parallèle avec le basketball, le basket, on joue à 5. Okay. On a le pivot, l'intérieur, ailier fort, ailier et puis le meneur. Okay. Ailier ou bien arrière en fait. Aujourd'hui, il y a la révolution du basket avec le 3 points. Et ce qui nous emmène justement à jouer le small ball, où justement on ne joue pas avec un joueur très très grand, un peu comme Dikembe, mais on préfère jouer avec un joueur qui est un peu moyen, en tout cas en termes de taille, mais qui est plus vite. Donc on cherche plutôt justement la fluidité. Un joueur qui peut courir justement un peu partout, c'est déplacé, il n'est pas resté sous les panneaux. De même aussi avec le 3-5-2, il y a beaucoup de flexibilité comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup d'avantages justement à protéger en fait le couloir axial au dépend justement des couloirs gauche ou droite, parce que le défaut de ce système en fait c'est derrière en fait les latéraux qui montent, qui ne sont pas en fait des latéraux mais sont des pistons ou mobilettes. Pistons pourquoi? Parce que en possession de balle c'est comme des ailiers, mais en perte de balle c'est justement des latéraux. Ailier, pourquoi? Parce qu'on a même vu avec Conte qui utilisait même un ailier comme piston, Pérési justement qui jouait piston, et il est joué très bien, il défendait bien, il partait justement parce qu'il y a aussi les qualités offensives, techniques offensives qui sont aussi importantes pour déséquilibrer. Parce que si ton piston n'est pas à mesure d'éliminer un joueur, ça va peut-être te donner des difficultés, tu seras toujours obligé de jouer des situations de jeu où tu imposes un peu une supériorité numérique. Et par rapport au 4-3, en tout cas, c'est vraiment le système de base, où en tout cas on retrouve tout ce qui est type des joueurs, défenseurs, milieu, attaquants, ailiers, on trouve vraiment les joueurs là-bas. Et pour ça, en fait, ça offre une bonne triangularité, en tout cas, en termes de zones, mais en tout cas, ça s'adapte à tout. C'est un système qui est très flexible, dans le sens où, quand peut-être vous défendez, vous pouvez peut-être revenir à 4-4-2, et quand vous pouvez attaquer, vous pouvez justement aussi créer de surnombre selon les animations que le coach va justement proposer, en fait. C'est comme ça que j'ai dit, il n'y a pas vraiment de préférence, tout dépend des sensibilités, en fait, des entraîneurs, comment est-ce qu'ils sentent le jeu, selon ses convictions personnelles. Après, c'est à lui de décider en fait s'il préfère jouer comme ça, mais on a vu justement qu'il y a des équipes qui ont eu à gagner, qui sont sorties championnes justement avec le 3-5-2. Il y a des équipes justement qui ont eu à gagner, comme je dis Thomas. J'ai joué la première saison de Pufkin avec un nouveau club. Je me suis maintenu avec le 3-5-2, j'ai joué de A à Z avec ça. Je pouvais même avoir peur parce qu'il y avait ces Forbelles qui jouaient même à 3-5-2. Mais après, moi, j'ai pris le temps quand même d'aller voir mes adversaires, je les analysais et je travaille en fonction. Ce qui fait que justement, j'avais quand même un temps d'avance. C'est que justement, j'ai quand même gagné un peu le gros. Et même le coach qui m'a même motivé dans mes convictions, le coach de Standard, je crois, non, c'est pas Standard, de Fenelli. Et même quand je le... Kabongo. Justement, il s'adaptait à mon système de jeu. Ça veut dire que quelque part, justement, j'avais plus de force à faire valoir que de faiblesse en fait à faire découvrir. Coach, une question m'est venue en esprit. Coach, vous jouez contre Ujana, AC Ujana. Vous jouez le même système que Ujana. L'animation peut être différente, mais vous êtes dans le même système. Maintenant, quand vous jouez face à cette équipe qui vous jouez le même système, étant technicien, qu'il faudra-t-il faire?
Il y a le match égale le plan de jeu. Ok. Le plan de jeu égale les stratégies. Ok. Les stratégies que tu mets en place. Tu peux te dire, ok, pour ce match-ci, comme les oppositions, comme on est un peu entre frères ou bien entre sœurs en termes d'animation, peut-être l'animation peut être différente, mais le système c'est quand même le même. Je peux peut-être me baser sur le jeu arrêté pour gagner le match. Donc tout dépend des stratégies que vous mettez en place. Ok. Après, comme on le sait, c'est un système qui permet de gagner la bataille au milieu. Ok. Ça veut dire que tu dois mettre justement des milieux qui sont capables justement de garder le ballon et des joueurs qui sont capables justement de récupérer le ballon le plus haut possible justement pour éviter que l'adversaire puisse aller dans notre tierce zone. Pardon. Et par rapport à cela, comme je dis, si je devais jouer contre Jana, bien sûr que je miserais aussi sur l'animation que j'ai pour habitude justement de travailler, de passer souvent dans l'axe, parce que je vois, en tout cas dans le football congolais, notre axe n'est pas nécessairement bien surveillé. Donc du coup, moi je passe par l'axe. Après, j'ai miséré plus aussi sur le jeu arrêté et voilà quoi. Ça, coach, ça nous reste 4 minutes. Dans 4 minutes, je ne sais pas. Bon, on va prendre. Ça nous reste la ligne thématique. Comment attaquer une défense à base supériorité numérique? C'est quoi supériorité numérique? C'est quoi supériorité inférieure? C'est quoi supériorité numérique? C'est quoi infériorité numérique? Infériorité numérique, voilà. C'est que si jamais tu te retrouves dans une zone, par exemple, si un joueur a un carton rouge, seulement vous vous retrouvez à 11 contre 10. Okay. Ou par exemple, vous êtes sur le couloir gauche et que vous vous retrouvez à jouer à 3-5-2. Donc vous êtes plus l'adversaire ou bien moins que l'adversaire. C'est ça justement un peu la force de numérique en fait. Donc pour répondre à la question et tout par rapport à comment déséquilibrer une défense qui est compacte, en tout cas basse, qu'on appelle bloc bas et tout. Là, on est dans une situation où l'adversaire a pris le temps de se replier et de s'organiser. Créer un bloc peut-être de 2 ou 3 lignes. On a vu justement aussi, il y avait un bloc de 2 lignes avec Atlético, avec 5-5-0, que De Bruyne avait même réclamé. Mais généralement, c'est peut-être 4-4-2 ou bien 4-5-1. Donc là, l'adversaire défend entre le but et le ballon. C'est qu'on doit même apprendre même aux académies, ce que le déterminant mental de Sadus disait, on défend entre le but et le ballon. Donc ils ont placé leur bloc entre le ballon et le but. Comment on peut faire? Et pour déséquilibrer déjà, il y a 2 points. Il y a fixer et renverser, et fixer et déséquilibrer. Parce qu'avant de déséquilibrer, il faut d'abord essayer de renverser parce que le bloc est compact. Donc on va les emmener dans une zone, peut-être dans le couloir droit, là où justement on essaie un peu de produire un peu un jeu. Et ensuite, on va chercher à fixer pour ensuite essayer de renverser. Parce qu'en fait, pour arriver à renverser ou bien à déséquilibrer, on doit vraiment occuper le terrain dans la largeur. Toujours laisser un joueur de l'autre côté, parce que lorsqu'on fixe de ce côté, on peut revenir au milieu pour le joueur qui regarde de face le terrain, pour renverser de l'autre côté. Et de l'autre côté, lui, il aura un temps d'avance. Lui, quand il a le ballon, justement, il peut fixer et déséquilibrer. Déséquilibrer, maintenant, c'est quand on donne le ballon derrière le dos de la défense. Mais quand on parle de renverser, c'est quand on donne le ballon de l'autre côté, au côté opposé, mais qui arrive au pied de notre coéquipier. Mais déséquilibrer, c'est quand on donne le ballon dans le dos de l'adversaire, justement. Donc, c'est facilement par fixer et renverser, mais aussi fixer et donner la balle. Coach, en 1 minute qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ballers, après ballers, coach a entraîné où en une minute pour... J'ai entraîné en Ligue 2 ex-Congo Pemba, qu'on appelle maintenant FC Njadi. Njadi, ok. Oui, et en ce moment, en fait, je n'ai pas d'engagement. Et quand je n'ai pas d'engagement, j'ai fait... Oui, et là, c'est la formation, mais j'ai besoin aussi d'entraîner au haut niveau. Donc c'est comme ça que quand je n'ai pas d'engagement, je vais souvent dans mes voyages pour des formations, parce que je voyage un peu beaucoup chaque 3 mois ou 6 mois, quand mon déplacement aussi pour me former. Quand je n'ai pas en tout cas des équipes pour entraîner, je vais en formation à l'étranger. D'accord, merci beaucoup coach David Saïdi. Coach David Saïdi, comme je l'ai dit tantôt, il est détenteur de diplôme CECAF et puis il a plutôt un diplôme C fédéral, c'est un diplôme qui est au sommet, A fédéral plutôt.
qui est un diplôme qui est au sommet de nos diplômes ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à la Fédération congolaise de football association. Coach, un tout dernier mot pour clôturer cette émission. Merci en tout cas d'avoir créé cette plateforme pour nous mettre aussi en avant, nous les entraîneurs. C'est très important aussi qu'on ait aussi une voix qui porte, mais aussi c'est à nous aussi entraîneurs en fait, de nous prendre en main, d'être vraiment conformes. Aujourd'hui, quand un coach a un contrat avec un club, il doit quand même aller déposer ça au niveau de la fédération, au niveau de la DTN pour que justement qu'il y ait un suivi et tout. Donc c'est très important que nous puissions aussi travailler de main dans la main avec la DTN, la fédération, la ligue et même le club. Mais aussi c'est à nous aussi d'exercer des contrats, c'est très important parce que c'est un métier. Vraiment on dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, de temps et des connaissances même pour justement arriver à avoir nos diplômes. Donc c'est aussi au club aussi de nous respecter dans ce sens-là. Merci au directeur technique national, merci à tous les entraîneurs de la République démocratique du Congo. L'émission Sport et Pédagogie ouvre ses portes à tout le monde, à tous les entraîneurs des boxe, des baskets, des taekwondo, des judo, tout le monde. L'émission Sport et Pédagogie est pour tout le monde et pour toutes les entraîneurs, non seulement du football, mais aussi pour vous qui êtes dans le volley, dans le basket, dans tout. On a besoin de vous ici pour parler des tactiques du sport, des réalités du sport. Quant à moi, je dis un grand merci à Light Moutong qui était derrière à la régie finale, et pourquoi pas dire un grand merci à Enoch Mbala. Merci aussi à coach David de Saïdi. Merci à la coordination de la chaîne de télévision.